Libreville et Bangui, 1100 km. En vol direct, c'est 1h45, sauf qu'il n'y a pas de vol direct. Pour y aller, il faut transiter par Paris. L'Afrique n'est pas un continent, c'est un archipel. 55 îles qui ne se parlent pas. Bienvenue sur Afrique au courant, le média qui raconte l'histoire de l'Afrique qui se transforme. Je suis Fongon Bertrand, fondateur de Aligo, une plateforme qui aide à structurer et financer des projets d'énergie en Afrique. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 4 fragmentations qui empêchent le continent de fonctionner comme un ensemble. Électricité, transport, paiement, données. 4 murs invisibles. Et vous allez voir, ils sont tous connectés. La première île, c'est l'électricité. L'Afrique a organisé son réseau électrique autour de 5 power pools, des réseaux électriques régionaux. Sur le papier, ça a l'air bien. En pratique, ces pôles ne se parlent presque pas. L'Afrique subsaharienne n'échange que 4,5% de son électricité entre pays. En Europe, c'est plus de 24%. Le pôle le plus avancé, le SAPP, en Afrique australe, n'échange que 2,2% de sa production. Le paradoxe éthiopien illustre parfaitement le problème. L'Éthiopie vient d'inaugurer le Grand Ethiopian Renaissance Dam, 5150 MW, le plus grand barrage d'Afrique. Le pays a une capacité technique d'exportation de 2300 MW et son exportation réelle est de seulement 300 à 500 MW, moins de 20%. La ligne haute tension Éthiopie-Kenya a coûté 1,6 milliard de dollars et 10 ans de travaux. Capacité 2000 MW, utilisation actuelle 200 MW, soit seulement 10%. Pendant ce temps, 45% des Éthiopiens, 56 millions de personnes n'ont pas d'électricité et les pays voisins en manquent aussi. Le cas de la RDC est encore plus absurde. Le site d'Inga sur le fleuve Congo représente le plus grand potentiel hydroélectrique au monde. 42 000 MW théoriques, de quoi alimenter toute l'Afrique subsaharienne. La réalité, c'est que Inga 1 et 2 combinés produisent seulement 1420 MW opérationnels. Le grand Inga, d'une capacité de 40 000 MW, reste un projet depuis des décennies. Coût estimé 80 milliards de dollars. Pendant ce temps, 79 millions de Congolais vivent dans le noir. Et le Mozambique exporte son électricité vers l'Afrique du Sud. Le barrage de Cahora Bassa produit 2075 MW. 65% partent vers l'Afrique du Sud. 30% seulement restent au Mozambique. Résultat, 40% des Mozambicains n'ont pas accès à l'électricité. L'usine d'aluminium Mozal au Mozambique consomme 900 MW fournis par Eskom, l'entreprise sud-africaine, parce que le réseau mozambicain n'est même pas connecté au site industriel sur son propre territoire. Et voici le chiffre qui résume tout. Le réseau de transmission de 38 pays africains combinés est plus court que celui du Brésil seul. La deuxième île, c'est le transport. Les routes, les rails, les avions. Commençons par l'aérien parce que c'est là que l'absurdité est la plus visible. Lagos-Nairobi, 4000 km, 5h20 de vol, coût moyen aller et retour 950 $. Lagos-Londres, 5000 km, 6h30 de vol, coût 650 à 700 $. Voler au sein du continent coûte 30 à 40% plus cher que de le quitter. L'explication, ce sont des taxes aéroportuaires. La taxe moyenne par départ en Afrique est de 68 $. En Europe, c'est seulement de 32. Au Moyen-Orient, elle est de 34. Et il y a des cas extrêmes comme le Gabon qui va prélever jusqu'à 297 $ par passager. La Sierra Leone prélève 294 $, le Nigeria 180 $. Et sur certaines routes courtes, les taxes représentent jusqu'à 292% du tarif de base. Le SAATM, c'est-à-dire le marché unique du transport aérien africain, a été lancé en 2018 pour libéraliser le ciel africain. 38 pays ont signé et résultat concret, seulement 19% des 1431 connexions possibles entre les États de l'Union africaine ont un vol direct hebdomadaire. Mais il y a une bonne nouvelle. En décembre 2024, la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a adopté une réforme historique, suppression de 4 taxes aériennes et réduction de 25% des redevances passagers et sécurité. Entrée en vigueur 1er janvier 2026, baisse attendue de plus de 40%. C'est un premier pont qui se construit et on verra s'il tient. Mais ça montre que le problème est identifié et qu'il y a une volonté politique d'agir. Les routes, c'est le même
problème. L'Afrique a la densité routière la plus faible au monde, 31 km de routes pavées pour 100 km². Les autres pays à faible revenu, 134 km, 4 fois plus. Seulement 43% des routes africaines sont bitumées et elles s'arrêtent souvent aux frontières. Le programme PIDA, le programme de développement des infrastructures en Afrique, a identifié 9 corridors transafricains totalisant 56 000 km. Après plus de 50 ans de planification, un seul est entièrement achevé, c'est-à-dire le transaérien entre Dakar et N'Djamena. Et quand les routes existent, les frontières bloquent tout. Avant les guichets uniques, un camion attendait 2 à 20 jours pour traverser une frontière. Le coût économique d'un passage de frontière africaine équivaut à 1600 km de transport supplémentaire. En Europe, c'est 160 km. Un conteneur Accra-Ouagadougou coûte 4 800 $. De Newark à Chicago, distance comparable, c'est 654 $. Le rail, lui, illustre l'héritage colonial. L'Afrique a 82 000 km de voies ferrées. La Chine seule a 159 000 et 3 écartements différents coexistent. Héritage colonial des colonisations britanniques, françaises et portugaises. Il n'existe que 3 points de connexion entre réseaux de gauche différents sur tout le continent. Et l'absurdité ultime, le conteneur a 25 000 $. Chaque conteneur transporté de Mombasa vers le Soudan du Sud coûte 25 000 $. Le trajet maritime Singapour-Kenya prend 19 jours. Le segment terrestre Mombasa jusqu'à la destination, c'est-à-dire 500 km, prend 20 jours de plus. Le segment africain est plus lent que la traversée de l'océan Indien. C'est ça l'absurdité. La troisième île, c'est les paiements et c'est peut-être l'absurdité la plus frappante. Envoyer de l'argent de Paris à Dakar est plus simple que de Dakar à Abidjan, alors que Dakar et Abidjan partagent la même monnaie, le franc CFA. L'Afrique subsaharienne détient le record mondial. Des transferts intra-africains coûtent en moyenne 8,78% selon la Banque mondiale. C'est plus du double de l'objectif de 3% fixé par les Nations Unies. Et les corridors les plus chers, Tanzanie, Ouganda, 33,58%. Afrique du Sud, Malawi, 25%, record mondial. La raison est simple, l'argent fait le tour du monde. Le paiement, Lagos-Accra suit ce circuit. La banque nigériane convertit les naira en dollars via un correspondant à New York. La banque américaine transfère à la banque ghanéenne. La banque ghanéenne convertit les dollars en cedis. 3 devises, 2 conversions, 3 à 5 jours de délai et des frais cumulés de 8 à 15%. 88% des paiements transfrontaliers intra-africains transitent par l'Europe ou les États-Unis et le coût annuel de cette fragmentation est de 5 milliards de dollars de frais évitables. L'Afrique compte 42 devises différentes, c'est le double de l'Europe pour un nombre comparable de pays. Plus frappant encore, les 166 services de mobile money du continent sont essentiellement non interopérables. M-Pesa au Kenya ne fonctionne pas au Sénégal. Orange Money Sénégal ne fonctionne pas au Cameroun. Le paradoxe ultime, les deux zones francs CFA, l'UEMOA et en Afrique de l'Ouest et la CEMAC en Afrique centrale utilisent la même valeur nominale, mais leurs francs ne sont pas interchangeables. Un billet de 10 000 francs CFA émis à Dakar n'est pas légal à Douala. Des solutions émergent dans tout ça. Le PAPS, c'est-à-dire le système panafricain de paiement et de règlement, a été lancé en janvier 2022 par Afrexim Bank. L'objectif, c'est de permettre des règlements directs en monnaie locale sans passer par Londres ou par New York. 17 à 18 pays sont connectés, plus de 150 banques. La BCAO, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, a lancé le PISPI en septembre 2025, un système de paiement instantané pour les 8 pays de l'UEMOA, transfert à moins de 10 secondes, gratuit entre participants et 24/24. L'Afrique centrale a pris l'avance avec Jimar Pay, opérationnel depuis 2020, 12 millions de transactions en 2023. Mais il y a un écart entre des annonces et la réalité terrain. En 2025, Orange Money et MTN Momo n'offrent toujours pas de passerelle directe pour les transferts au Cameroun, 5 ans après Jimar Pay. La prolifération des fintechs qui lèvent des millions pour résoudre ce problème, Cinepay, Bizao, Julaya, prouve que les systèmes officiels ne répondent pas encore aux besoins réels. Quatrième île, le numérique. Et c'est là que tout se connecte. L'Afrique représente moins de 1% de la capacité mondiale de data center. 60% de la population reste hors ligne. Et aucun pays africain ne figure dans le top 50 de préparation à l'IA. Le financement tech africain atteint
3,2 milliards de dollars en 2024, en baisse de 7%, c'est moins de 1% du capital risque mondial. Et si je vous parle de numérique, c'est parce que le numérique dépend de l'énergie. Un data center consomme autant d'électricité qu'une petite ville. Sans énergie stable et abordable, impossible d'en construire. 60 à 80% des tours télécoms africaines subissent encore des coupures quotidiennes de 8 à 12 heures. Et au Nigeria, les opérateurs consomment plus de 40 millions de litres de diesel par mois juste pour faire tourner leurs antennes. Le déficit entre l'offre et la demande de data center est projeté à plus de 300%. Et l'IFC estime le potentiel perdu à 180 milliards de dollars d'économie numérique. Sans oublier que les données africaines sont stockées ailleurs. La plupart des données générées en Afrique sont hébergées sur des serveurs européens ou américains. Ça pose des questions de souveraineté, de latence et de coût. Quand un Nigeria accède à un service cloud, ces données font un aller-retour vers l'Europe. La latence ralentit tout et le coût de la bande passante internationale est répercuté sur les utilisateurs. L'intelligence artificielle aggrave le problème. L'IA capte 50% du capital risque mondial en 2025, 202 milliards de dollars, et l'Afrique n'en voit presque rien. C'est un effet d'éviction. Les capitaux qui pourraient aller vers les marchés émergents sont absorbés par la course à l'IA dans les pays développés. Et sans data center, sans connectivité fiable, sans électricité stable, l'Afrique ne peut pas participer à cette révolution. Elle sera spectatrice. Bon, on vient de voir les 4 fragmentations, mais ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'elle forme un système. Sans électricité, pas de data center. Sans data center, pas d'économie numérique. Sans économie numérique, les systèmes de paiement restent archaïques, et sans route et sans rail, les marchandises ne circulent pas. Sans circulation, le commerce intra-africain stagne à 15%. Et sans commerce, pas d'incitation à connecter les réseaux électriques. Tout est lié. C'est pour ça que j'appelle ça l'Afrique des îles. Pas juste des problèmes séparés, mais un archipel où chaque île renforce l'isolement des autres. Mais les ponts se construisent. Le corridor de Maputo entre l'Afrique du Sud et le Mozambique, 2,96 milliards de dollars de commerce bilatéral, 4,6 millions de personnes qui traversent chaque année des guichets uniques aux frontières, ont réduit les temps de passage de 70 à 90%. Le corridor Mombasa-Addis Abeba a augmenté le commerce Kényan-Éthiopie de 400%. La ZLECAf, la zone de libre-échange continental africain, crée le cadre pour un marché de 1,5 milliard de personnes. Le PASS connecte les systèmes de paiement. Les nouvelles lignes de transmission relient progressivement les power poles. L'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, estime qu'un investissement de 155 milliards de dollars par an jusqu'en 2040 permettrait à l'Afrique de rattraper son retard et d'ajouter 4,5 points de croissance annuelle. L'Afrique des îles n'est pas une fatalité géographique. C'est le résultat de choix politiques, d'héritages coloniaux, de sous-investissements chroniques. La transformer en continent connecté est possible, mais le temps presse. Voilà, vous êtes maintenant au courant. L'Afrique des îles, électricité, transport, paiement numérique, 4 fragmentations qui coûtent des milliards et bloquent le développement. Mais moi, je suis convaincu que l'énergie est le premier pont à construire. Sans électricité, rien d'autre ne peut fonctionner. C'est pour ça qu'on a créé Aleko. Si vous voulez suivre la transformation de l'Afrique, abonnez-vous. On a encore beaucoup d'histoires à raconter. Et si vous êtes dans le secteur de l'énergie, développeur, investisseur ou partenaire, découvrez Aleko Digital Space, la première plateforme africaine de pré-qualification de projets. Notre émission, produire l'énergie pour le prochain milliard d'Africains. Et notre objectif, structurer 2 gigawatts de projets d'ici 2030. À bientôt pour une nouvelle histoire de l'Afrique qui se transforme.